Créer la galerie a demandé 4 ans, entre 1974 et 1978. L'affaire Duret a été l'affaire de 40 ans, et là on arrive à une étape, et c'est formidable. En décembre 2018, le galeriste Alain Houdin et l'artiste Marie Chaman inaugurent un nouveau lieu d'exposition et de recherche innovant au cœur du 10e arrondissement de Paris. C'était un local d'activité en déshérence. Complètement abandonné. Depuis. Totalement vétuste. Mais on sentait quand même qu'il y avait un potentiel extraordinaire dans ces lieux. Situé dans une ancienne imprimerie, cet espace de 390 mètres carrés, entièrement rénové, est le dernier né des nombreux projets du couple, engagés de longue date dans la promotion de l'art contemporain et notamment des démarches avant-gardistes et radicales. Les volumes se prêtaient parfaitement au programme du maître d'ouvrage, c'est-à-dire une fonction d'accueil, une fonction de recherche et une fonction de stockage. Les 3 fonctions finalement sont imbriquées les unes dans les autres et s'articulent très bien. Le propos, c'est bien, à partir des artistes que nous avons montrés pendant 40 ans, poursuivre la promotion de ces mouvements par des recherches prises en relais par la jeune génération. Jeune génération de chercheurs, de critiques, d'écrivains, peut-être même aussi d'artistes d'ailleurs. Le fonds de dotation Enseigne des Houdin centralise l'essentiel des pièces et livres spécialisés acquis au cours des 40 ans d'activité de la galerie, établissant des passerelles entre peinture, dessin, sculpture, photographie, film, vidéo et écriture. Il y avait quand même cette idée de vraiment faire des lieux où le livre, l'archive et l'œuvre d'art peuvent être côte à côte, peuvent se mélanger. Il y a une possibilité tout le temps d'affichage en fait, et que ça ne soit pas seulement dans la partie galerie, exposition, qu'on puisse voir des œuvres. Comme une cave au trésor en fait, où hop, on descend le palier, on était dans la réalité et là on se retrouve parmi plein de petits trésors. C'est une expérience que je trouve un peu incroyable en fait. On sent beaucoup de calme et de sérénité ici. C'est le plus beau lieu qu'on ait jamais eu parce que j'ai collaboré avec Alain dans toute son aventure de galerie. C'est dû aussi au fait des architectes, des designers. Enfin, il y a eu un travail de fait quand même professionnel et par plusieurs personnes. Dirigé par l'expert et collectionneur Yannick Thiroux, le fonds de dotation Enseigne des Houdin proposera 2 à 3 expositions par an, un programme de performance, un séminaire de recherche, une résidence d'écriture et de création. Il accueillera aussi étudiants, chercheurs et amateurs d'art tout au long de l'année au sein de son centre de documentation. Le lieu a ouvert au public avec une exposition consacrée à l'artiste Christian Paraschiv dans le cadre de la saison France-Roumanie. Eh bien bonjour Alain, quel plaisir de te retrouver après tout ce temps. Je t'ai connu, tu tenais une galerie boulevard Sébastopol à Paris et j'y ai fait mes premières performances. Et c'est très émouvant d'être ici aujourd'hui, de te retrouver. J'aimerais tout d'abord que tu retraces le parcours, ce qui t'a donné envie de créer, était-ce ta première galerie, je crois, boulevard Sébastopol, ensuite de continuer à braver l'adversité, si je puis dire, pour rester proche de nous artistes et à développer cette activité de galerie puis de fonds de dotation. Tout ce parcours, j'aimerais que tu nous le résumes en quelques phrases. Alors l'idée de la galerie est née de ma passion de collectionneur, du fait que Marie Chaman et moi-même nous sommes trouvés. J'ai dans ses copains évidemment trouvé beaucoup de sujets de satisfaction. Et l'idée de la galerie elle-même est née un jour de Noël, me rendant compte qu'il était très difficile de parler d'art. Et donc, du coup, j'ai décidé de montrer de l'art. Et c'est ce qui s'est passé 3 ans après. En 1977, nous organisions et ouvrions notre galerie
boulevard Sébastopol en étage, où effectivement tu es venu faire des choses magnifiques pour accompagner des artistes comme Marie Chamand, comme Matsoutani, comme également Luc Chaplin. Et du boulevard Sébastopol, après des flopées de choses, énormément de manifestations, notamment des 3 cycles de performances, nous sommes passés dans la rue Quincampoix, rez-de-chaussée, dans une forme, dans le fond, très différente d'activité, qui d'ailleurs a correspondu à la première présentation de Jean Véram dans l'œuvre de laquelle nous sommes en ce moment. Et juste un petit retour en arrière pour dire qu'on a fait des premières fois des manifestations assez formidables, mais à l'étranger, à Chicago et à Zurich, avant d'être enfin admis à Paris à la FIAC. Et pour revenir à la FIAC en 89 avec Jean Véram et Bernard Turin. On montrait ces pains de glace qui fondaient à côté de ces bronzes et de ces photographies de Rochepin. C'était un stand extraordinaire. Et on est passé du 47 rue Quincampoix, en face de chez Jean Fournier, là où s'est installé ensuite Agnès B, au 58 rue Quincampoix, dans un local très extravagant, puisque c'était une ancienne poissonnerie dont les portes s'ouvraient vers l'extérieur. Et par conséquent, à partir de ce moment-là, on s'est appelé à l'enseigne des Houdins, pour référence à l'enseigne de Gersaint, à ce marchand de tableaux qui présentait bateau et qui a inventé les ventes aux enchères et qui a également inventé le catalogue résumé de plateau. Et on a quitté la rue Quincampoix quand on a pu s'installer au 3 rue Martel dans cet immeuble de famille. On a hérité en fait d'une scierie, et donc c'était pour la 4e fois des travaux gigantesques. Et pour finir par abandonner cet endroit et venir s'installer ici, et là, au bout de presque 40 ans de galerie, on a créé ce fonds de dotation avec l'idée de poursuivre la promotion d'un certain nombre d'artistes qui le souhaitaient de leur côté, de faire rentrer ces artistes méconnus dans le fond, parce qu'il faut bien admettre les choses, et les faire rentrer dans l'histoire de l'art, les mettre à leur vraie place dans l'histoire de l'art. Et manifestement, j'ai eu des choix difficiles, dont on a payé le prix, et maintenant, je compte en fait beaucoup sur Yannick Thiroux, ses capacités, ses relations, son entre-gens, pour mener ce travail ensemble et surtout faire perdurer le fonds de notation, parce que c'est bien ça l'objectif, c'est une prise de relais et donner un relais. Une vie donnée à l'art contemporain, à l'exposition et à la présentation, à la représentation des artistes contemporains, c'est difficile? Ça implique beaucoup de passion, ça implique beaucoup de curiosité et d'exigence, je pense, à la fois vis-à-vis de soi-même comme dans le fond vis-à-vis des artistes, puisque pour moi le grand contentement de tout ça, c'est finalement d'être en permanence régénéré par le fait de voir des inventions, de constater des inventions, constater qu'il y a toujours des choses à inventer, que tout est à toujours faire autrement, que ce soit écrire, danser, peindre, enfin s'exprimer
plastiquement d'une façon renouvelée, inventive. Pour moi, c'est ça la grande satisfaction de tout ce travail, c'est cette démonstration qu'il y a toujours quelque chose à inventer. Alors, tu as commencé en quelle année? Alors, j'ai commencé à collectionner en 1969. 1969. Dès que j'ai eu un petit peu d'argent, j'ai acheté des choses. Et la galerie a ouvert en mars 1978. Nous sommes en 2020. Tu parlais d'inventions. Entre 1969 et 2020, quelles sont les inventions que tu as vues surgir sous tes yeux, auxquelles tu as assisté? Quels sont les grands moments qui te paraissent ponctuer ces décennies de création en art contemporain? Alors voilà une question, une question ambitieuse. Écoute, je pense que j'ai été frappé par des œuvres comme celle de Bernard Turin, de Matsutani. J'ai une affection particulière pour l'œuvre de Luc Chaplin dans sa matérialité, dans le bois et la terre cuite. Ce qu'a apporté Marie Chaman d'important dans la notion d'art comme équipement public ou équipement collectif que l'on poursuit aujourd'hui. L'art dans l'espace par Pierre Comte, c'est-à-dire l'investissement d'artistes plasticiens dans la conquête spatiale. J'ai présenté Pierre Comte à partir de 79-80 et j'ai monté une rétrospective, enfin une première mondiale avec 2 artistes français, 2 artistes américains en 1985 qui a eu un retentissement absolument formidable. Est venue la FIAC donc en 89. L'installation de 3000 pains de glace sur la plage de Deauville par Bernard Turin en 1990. En 89, on a inventé la FIAC hors les murs, la FIAC in situ. C'était en installant 300 pains de glace sur la place de Stalingrad en même temps que les pains de glace fondés à l'étage du Grand Palais. Ces cycles de performance auxquels tu as participé, qui sont un petit peu antérieurs, ont été un foyer de contact qui perdure avec des dizaines et des dizaines d'artistes. Donc ça, c'est une fidélité qui est très, très réconfortante, qui est une fidélité, enfin une sorte d'affection qui fait beaucoup de bien. Et disons plus récemment, c'est l'accompagnement, dans le fond également, de gens plus jeunes comme Thierry Cauvet, Philippe Duval, Dominique Dijon, qui sont relativement plus jeunes que nous, mais dont j'ai vu, j'étais le témoin d'une évolution de leur œuvre absolument formidable. Et ça aussi, c'est ce renouvellement permanent, cet étonnement permanent, ça c'était vraiment une grande satisfaction. Indépendamment des œuvres que tu as présentées, des artistes auxquels tu t'es attaché, si tu devais résumer entre 1969 et 2020 les grands tournants qui ont marqué l'art contemporain de ces décennies, est-ce que tu pourrais nous les citer, les grands mouvements, les grands repères qui ont jalonné ces années? Je pense que dans le fond, alors je répondrai en parlant de trois mouvements, 3 sorties de l'art hors des murs, à la fois du musée comme de galerie. C'est l'art dans l'espace public, pas seulement urbain d'ailleurs, l'art dans le paysage
et l'art dans l'espace. Je pense que là, on a trois champs qui n'étaient pas ignorés avant. Ça serait absurde de dire ça. Mais je pense qu'entre 78, pratiquement en ouvrant la galerie, j'ai lancé un concours pour meubler les niches vides de la rue de Rivoli, qui a eu un succès considérable et qui a fait l'objet de conversations semi-officielles entre le président Mitterrand et ses conseillers culturels, et qui font l'objet maintenant de chroniques dans les mémoires des uns et des autres. Et l'art dans le paysage, on peut dire que c'est le premier qui m'est amené à ça, c'est sans doute Bernard Turin. Il y a eu aussi, ça serait dommage de l'oublier, c'est le travail qu'a fait Marc Dangean sur le art et communication dès 1980-84. Je fais sa connaissance à l'occasion de ce cycle de performances et il va développer jusqu'en 86-89 avec notamment les projets pour les centenaires de la Statue de la Liberté et de la Tour Eiffel et le Marathon de Paris, un ensemble de dispositifs qui mènent la création plastique dans ce qu'il appelle le convivial, et que d'ailleurs Pierre Restany a largement contribué à diffuser, ce terme d'art convivial, d'art convivialiste. Donc ça, c'est dans le champ social, on peut dire. Donc le milieu urbain, le paysage, l'espace et le milieu social. Quatre thématiques. Alors, certains disent que le dernier grand mouvement en art contemporain, c'était support surface. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu peux nous dire un mot de à quand remonte ce mouvement? Et est-ce qu'on ne peut pas survivre à un mouvement comme support surface? Est-ce qu'il est normal que rien de théoriquement radical n'ait vu le jour depuis? Ben moi, je m'inscris en faux, enfin, d'autant plus primo qu'en allant passer mon diplôme en 1969 à l'école spéciale d'architecture Boulevard Raspail à Paris, j'ai assisté à la première exposition pré-support surface, dans laquelle il y avait Bernard Pagès, un ami d'atelier de Marie Chamon, et dans lequel est passé également Gina Pan, donc là c'est l'art corporel, et Bernard Pagès et Marcel Aloco. Or Marcel Aloco, précisément avec qui nous travaillons, avec qui depuis, donc je suis en relation depuis 1984, quelque chose comme ça, oui, 87 peut-être. Marcel Aloco est un représentant de ce mouvement support surface, marginal parce qu'il n'a pas été coopté, mais en fait il en est un des membres fondateurs. Et je dirais que parallèlement à ce travail de Marcel Aloco, qui est une démonstration permanente d'un renouvellement et d'un approfondissement du geste, de la pensée et du faire, du faire F-A-I-R-E, du fait plastique, j'ai à côté de ça porté moi mon attention sur ces actes, enfin sur ces directions artistiques qui sont complètement complémentaires, différentes et complémentaires. Alors, Alain, où sommes-nous? Dans la réserve et l'accrochage permanent du fonds de dotation Enseigne des Houdas, qui fonctionne depuis maintenant, disons 4 ans, opérationnellement 1 an et demi. Et on a ici des œuvres comme un cabinet d'amateurs, avec à la fois l'histoire de la galerie dont le fond est issu, et puis des œuvres des artistes qu'on vient de montrer récemment, Marie Chamon, Jean Véra, Marcel Aloco, et de l'autre côté Bernard Turin, dont on a beaucoup de choses,
un hôtel à Pierre Restany, puisque j'ai récupéré des petites choses de sa collection quand elle a été vendue. Et on trouve là dans les étagères, disons, tout ce qu'on a de plus précieux des artistes qui contribuent au fonds de dotation. Donc ici c'est un lieu de réunion, lieu de travail, lieu d'échange. On a réuni des séminaires jusqu'à une trentaine de personnes en fait, en se serrant un peu. L'art dans le paysage, l'art dans l'espace urbain, l'art dans l'espace avec un grand E. L'économie de ce secteur de l'art contemporain, par rapport à des démarches comme celle de Jean Verham, que tu exposes actuellement dans cette magnifique galerie, j'utilise le mot pour ton espace, même si tu n'es plus galeriste, des démarches comme celle de Jean Verham, qui consiste à aller peindre des cailloux dans les déserts, des démarches comme celle de Bernard Turin, qui fait fondre des pains de glace dans la mer à Deauville, l'art dans l'espace public. Quel rapport entre ces démarches, la restitution sous forme d'œuvres qu'on peut échanger, troquer, vendre, acheter, et d'une manière plus générale, l'économie dans ce secteur du marché de l'art contemporain, de l'art contemporain, si on veut retirer ce mot de marché de cette sphère d'échange dans l'art contemporain. Alors, je pense que la première réponse à ça, c'est qu'un artiste est à la fois un dessinateur, un sculpteur, un peintre, un photographe, un écrivain, un graveur, enfin, donc l'artiste est en général un multifacteur. Et par conséquent, si l'idée maîtresse est l'art dans l'espace, en fait, son expression se traduit par des dessins, des maquettes, des gravures, des choses, dans le fond, on peut dire, classiques. Il n'en reste pas moins que des travaux comme ceux de Jean Verham, ceux de Bernard Turin, ceux de Pierre Comte concernant l'art dans l'espace, dans la conquête spatiale, sont très assujettis au mécénat et aux contributions d'industriels, donc de partenaires qui sont convaincus du bien fondé de la démarche et de l'aventure, de l'invention que ça représente, de l'excitation que ça représente. Il va en rester des photos, il va rester tout un tas de produits qui sont plus ou moins faciles à distribuer et de toute façon l'économie de tout ça est difficile. Restons dans cette réflexion sur l'économie. C'est difficile? Ça a toujours été difficile? Oui, oui. En fait, la réalité d'une activité comme celle-ci, enfin, c'est qu'il faut montrer des choses plus connues pour véritablement promouvoir des gens complètement inconnus. Et c'est quand il faut payer des factures de loyer, d'électricité, de poste, etc., et y compris sans parler même de stage ou de rémunération, en fait, il faut profiter de ce qu'on appelle le second marché, qui consiste à vendre des choses intéressantes, tomber dans l'oubli en quelque sorte, et donc on a l'intelligence de faire ressortir et d'articuler avec des mouvements qui reviennent, enfin une actualité. Et là c'est une affaire d'intelligence pour générer de quoi assurer la fonction première qui est de
la complète découverte. Et tu disais tout à l'heure que tu avais formé des galeristes qui ont fort bien réussi. Est-ce que tu pourrais en dire un mot? De quels galeristes il s'agit et quels secrets aurais-tu transmis à ceux qui sont passés entre tes mains, j'allais dire, en tout cas dans ta sphère d'influence? Alors, ça serait plus amusant de demander à ces gens ce que je leur ai apporté. Bon, je pense que je leur ai transmis la passion, et de toute évidence. Également, la nécessité d'accompagner les visiteurs, c'est-à-dire qu'en fait, il est invraisemblable de rentrer dans une galerie ou dans une galerie, il est invraisemblable de rentrer dans une galerie comme on parcourt des salles de musée. Il est indispensable d'accompagner chaque visiteur et qu'il reparte même avec une note, une notice, un mémo, une mémoire. La plus intelligemment possible constituée. Et je pense que c'est ça que outre la curiosité, la recherche de l'extravagant, donc du nouveau, d'une facture autrement, je pense que c'est ça que je leur ai inoculé, comme un certain nombre de collectionneurs avec lesquels j'ai gardé des relations, on peut dire, affectueuses même. Et c'est la curiosité, l'attention aux visiteurs et la communication, une communication raisonnée et bien fondée. Peux-tu nous citer ces galeristes qui se sont inspirés de ta passion? Alors, je pense spécialement à Sémiose, Benoît Porcher, qui habite d'ailleurs rue Quincampoix, qui vient de s'installer rue Quincampoix dans l'ancien local de Jean Fournier, en face duquel on a longtemps existé. Et bon, il raconte que c'est chez moi qu'il a pris le virus, et ça fait très plaisir. C'est un bon virus, celui-là. Oui, c'est un bon virus. On termine sur la notion le rapport à l'économie. 2 questions. Première question, tu m'as dit que tu étais allé voir un certain nombre de banques à Paris, que tu les avais peut-être toutes faites, et que la plupart te disaient que ton avenir n'était pas rose, qu'il était plutôt sombre, et te posaient plutôt la question de la cessation d'activité que de l'encouragement et du développement de l'activité. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Est-ce que tu as vu une évolution dans le bon ou le mauvais sens de ta relation aux banques? Comment est-ce qu'aujourd'hui, justement le durcissement des positions des différentes banques peut éventuellement affecter ceux qui ont envie d'entreprendre et de risquer? Écoute, je pense que je ne sais pas si ça a beaucoup changé de toute façon en 40 ans. Quand je menais de front le travail d'architecte, urbaniste et de galeriste, sachant que dans le fond, pour l'une et l'autre activité, c'était des travaux de recherche, tout ça est abominablement mal rémunéré. Et notamment, à l'époque, les concours d'architecture, c'était un investissement absolument abyssal pour des indemnités ridicules. Alors, bon, moi je dirais que, en synthèse, c'est aussi grâce aux noisettes de mes parents, de mes arrière-grands-parents, ou à celles des parents et des arrière-grands-parents de Marie Chamand, qu'on a finalement pu faire et continuer de faire ce que nous faisons. Parce que
bon, sachant qu'on n'a pas de maison, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de voiture, on n'a rien, sinon nos travaux, notre raison de vivre, c'est de faire ce que l'on fait. Marie, son œuvre, son travail, qui se renouvelle d'ailleurs perpétuellement, elle finit là son 12e livre d'artiste. Et moi, dans le fond, d'avoir cette structure et de passer un relais. Le milieu qui peut aider, soutenir, financer, mécéner l'art contemporain, comment le définirais-tu? Qui est-ce qui abonde? Qui est-ce qui peut éventuellement faire que les artistes aient de quoi manger, vivre, que les galeries restent ouvertes? Je pense que il faut trouver des partenaires suffisamment extravagants, comme on peut l'être nous-mêmes, pour avoir un accompagnement. Bon, je vois pas d'association qui est vraiment durée dans le temps entre des marchands, je veux dire, entre des personnes, que ce soit un mariage entre un mécène et une galerie. Donc il faut avoir plutôt la foi chevillée au corps, perpétuellement essayer de trouver des subventions. Mais moi j'ai déposé des centaines et des centaines de dossiers pour des aides diverses et variées et des achats, mais sans doute très mal ficelés, puisque ça a rarement abouti. Donc je n'ai pas de réponse, sauf encore une fois la passion et trouver l'interlocuteur, comme tu disais toi-même, un interlocuteur un peu aussi fou que soi-même. Est-ce que tu as des choses à nous dire sur les œuvres qui sont de ce côté-ci? Alors là, on a je veux dire, une réunion pour l'essentiel en noir et blanc, à la fois de la sculpture, du dessin, de la photographie, des objets, un instrument de musique, des œuvres des artistes que l'on montrera, donc une sorte un mur d'image, un mur de pensée, un mur de poésie. Qu'est-ce qui caractérise le collectionneur? Un collectionneur, y a-t-il un modèle type de l'individu, qui soit en Inde, au Brésil, aux États-Unis, en France, en Allemagne? Qu'est-ce qui caractérise la passion de collectionner? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, un collectionneur, alors toi tu as commencé comme collectionneur, un collectionneur va mettre beaucoup d'argent dans l'achat d'œuvres d'art? Je dirais que la passion de collectionner vient de la passion tout court. Pour moi, c'est vraiment le maître mot de tout ça, c'est la passion. Parce que il y a peut-être aussi la passion de spéculer, qui est une autre motivation. Mais en fait, de toute façon, c'est une question de passion. Une sorte de besoin irrépressible de trouver satisfaction dans une forme de visuel et conceptuel. Qu'est-ce que tu pourrais dire du rôle de la spéculation, justement, par rapport à l'économie dans le secteur de l'art contemporain? Je pense que, pour être honnête, on est tous plus ou moins des spéculateurs. Déjà des spéculateurs intellectuels. Inventer, créer, c'est une forme de spéculation en fait, elle n'est pas seulement financière. Alors, je disais tout à l'heure que ce qui était quand même excitant et amusant, c'était d'acheter un trésor pour 5 francs sur un trottoir et d'être obligé de le revendre. Parce que dans le fond, c'est ça le problème. On a tous, moi j'ai vendu tout ce que j'aurais souhaité conserver.
Mais de toute façon, il fallait vendre pour pouvoir continuer. Donc, que la spéculation financière soit un moteur de la collection, je crois que c'est l'évidence même, en fait. Et tout est en fait question d'échelle. On passe de 5 € pour 1000 ou de 1 million pour 15 millions. Revenons à toutes ces questions financières, parce que somme toute, elles sont assez déterminantes pour nous artistes, et surtout après cette période difficile où le marché s'est arrêté et puis nos activités majoritairement ont été quand même ralenties. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce qu'on appelle la cote d'un artiste? Bien, la cote d'un artiste est donnée par les ventes publiques. Les assurances ne reconnaissent que la valeur d'une œuvre par le niveau de prix donné par les ventes publiques. Ce qui est une aberration pour beaucoup, parce que la majeure partie des artistes avec lesquels je travaille ne sont jamais passés en vente publique. Et donc, sans doute, un jour, ils y passeront. Et ça, c'est le fait même du temps. Les quelques collectionneurs disparaissent, leurs enfants mettent toutes leurs affaires en vente publique, et à ce moment-là, la chose se fait naturellement. Mais alors peut-être la grande différence entre une spéculation assumée, volontaire, utilise la vente publique pour créer une cote, et une démarche beaucoup plus culturelle ne s'attache pas à la vente publique pour se focaliser sur les collectionneurs. C'est-à-dire, certains collectionneurs ou certains mécènes achètent une œuvre et la vendent en vente publique. Ça se fait. Bien sûr, oui. Alors pourquoi toi, tu n'as pas à cœur de vendre les œuvres des artistes que tu collectionnes en vente publique? En fait, je l'ai pratiquement... J'ai acheté en vente publique. Mais parce que je n'ai pas voulu mettre des œuvres des artistes en vente publique, parce que c'est déjà... les commissaires-priseurs prennent grosso modo 40%. 20% sur le vendeur, 20% sur l'acheteur. Et c'est donc la négation même des 50% de la galerie. Enfin, moi je vois les ventes publiques, je voyais les ventes publiques comme en fait la concurrence numéro 1 par rapport au travail de galeriste. Les ventes publiques ont pour moi été au contraire le vivier pour acheter des trésors que j'ai ensuite mis en lumière et revendu à des musées ou à des collectionneurs, ou échangé avec des collectionneurs. Donc c'est un outil qui, pour moi, fonctionne dans un sens, mais pas pour les jeunes artistes. Ce serait intéressant pour les artistes, mais pas pour le galeriste. C'est-à-dire, autant donner les œuvres. De toute façon, parce que finalement c'est quand même ce qui se passe, ce qu'on vend en galerie, par exemple pour 3 000 €, qui est quand même un prix modeste, enfin tout dépend de son revenu, mais sur ces 3 000 €, il y en a la moitié pour l'artiste, la moitié pour la galerie. On passe cette pièce à 3 000 € en vente publique, elle va être achetée 150 €. Bon, et donc qu'est-ce que veut dire une cote établie à 150 € pour une œuvre équivalente qui est supposée être vendue à 3 000 €? C'est vraiment se donner des verges pour se faire battre. Mais alors, comment est-ce que la cote d'un artiste monte? Peut-elle monter? Eh bien,
à force d'avoir vendu à des collectionneurs et que ceux-ci eux-mêmes mettent la totalité de leur collection en vente publique. Donc c'est très long. Il y a pourtant des jeunes artistes qui sont promus très tôt sur la scène internationale et qui se vendent cher. Comment ça se passe? La question, c'est pas ça, c'est savoir qu'est-ce que ça donnera dans 20 ans. Oui, mais qu'est-ce qui fait que, je dirais, c'est assez énigmatique pour le grand public. Si, on peut dire, de toute façon, bon, c'est des gens comme Saatchi qui ont acheté eux-mêmes, ont fait acheter. C'est évident que si M. Pinault s'intéresse à un artiste ou à un galeriste et jette son dévolu sur des œuvres d'un certain nombre d'artistes jeunes, c'est un coup de fouet formidable. Bon, et reste la question de savoir qu'est-ce qui se passera dans 20 ans. Alors, malgré tout, pour un artiste, de vivre dans la pauvreté, c'est assez désespérant. On a dans l'histoire ceux qui, dans le temps long, ont produit les toiles les plus chères du monde et qui sont morts dans la misère. Ce n'est pas un sort enviable et ce n'est pas forcément, être créatif ne rime pas forcément avec souffrance ou pauvreté. Comment trouver aujourd'hui un dispositif, des dispositifs, un système qui permette une certaine clairvoyance des institutions qui puissent aider à sortir les artistes comme ça des griffes d'un marché incohérent, de passions injustifiées. Quelle serait la solution pour l'art contemporain aujourd'hui? La société produit plusieurs milliers d'artistes tous les ans. Donc, en fait, le nombre d'artistes ou de gens se posant comme artistes a plutôt été multiplié par 10, sinon par 30 ou 50 en 40 ans. Donc moi je n'ai aucune réponse à cette question en fait. Je vois de notre propre expérience, on est passé par le RSA, y compris le RMI, à des périodes les pires. Aucun petit boulot n'était de trop. Donc, moi, je ne vois pas de réponse à cette question. Encore une fois, seule la passion est la créativité, évidemment. Il faut, vis-à-vis du temps long, la créativité, la passion non pas la réponse à la question de la survie économique, mais au moins la réponse à la satisfaction d'avoir mené quelque chose de cohérent. Et quelle est cette partie du local, très très important que vous venez d'ouvrir? Cette partie, tu l'appelles? Alors, c'est le centre de documentation et d'archives. De l'enseigne des Houdins. C'est ça, du fonds de dotation enseigne des Houdins. Donc qui réunit une quinzaine d'artistes au maximum. Donc le résultat en fait d'un désir partagé. Un désir partagé des artistes souhaitant confier leurs archives et des œuvres, et le désir partagé par nous-mêmes de s'investir dans l'œuvre de ces artistes. C'est Luc Chaplin qui est dont tu as souvenir sans doute. Donc ça, il a été donné 4 mannequins au Centre Pompidou. Ça c'est le résultat du travail.
Alors tu parles du temps long et tu en connais un rayon parce que voilà 40 ans que tu collectionnes et que tu défends les artistes. Tu as été galeriste jusque très récemment. Maintenant, tu as créé un fonds de dotation et tu as une collection. Oui. Est-ce que tu peux définir ce qu'est ce fonds de dotation, ce qu'est cette collection, combien d'artistes sont concernés par l'un et par l'autre et de quelle manière ça fonctionne? Bon, le fonds de dotation est une structure philanthropique qui a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est d'avoir une gestion relativement légère, enfin autonome, mais aussi très contrôlée. L'inconvénient, c'est de ne pas pouvoir recevoir de financement public. D'avoir des financements ou même des contrats, en fait. C'est vraiment une structure faite pour l'individuel, l'entrepreneurial, coupé de l'institution, coupé dans des relations commerciales. En fait, la collection, pour évacuer cette question, la collection de la galerie ou ma collection personnelle n'existe plus, elle est balancée dans le fonds de dotation. Ça, c'est un principe. Combien d'œuvres, combien d'artistes? Disons 500 de 50 artistes. Sans doute, c'est peut-être un peu plus d'un plus grand nombre d'artistes. Mais bon, en même temps, c'est l'histoire de la galerie qui se retrouve stratifiée en quelque sorte, avec des pas de côté, avec des artistes qui m'ont semblé pertinents, des artistes en général scandaleux, des provocateurs, mais qui moi, me satisfont dans cette recherche du différent. Et le fonds de dotation donc, a pour objectif de réunir des œuvres représentatives d'une démarche et les archives d'un artiste. Donc ça veut dire que on s'arrêtera sans doute à une quinzaine. Il y a déjà une quinzaine d'artistes dans l'opération. Et c'est suffisant. Peux-tu citer quelques artistes qui sont concernés par le fonds de dotation? Alors je citerai les expositions que l'on a menées jusqu'à maintenant et qui sont la manifestation même de cet engagement. C'est Christian Paraskiv d'abord. On a ensuite montré Henri Huguetto, Marcel Alocco, Marie Chaman et Jean Béram. Et on organise des expositions prochainement, personnelles, pour Bistra, une femme d'origine bulgare, Aline Ribière, Amal Abdenour, qui est elle d'origine palestinienne, et puis trois plus jeunes artistes que je citais tout à l'heure, Thierry Cauvet, Philippe Duval et Dominique Dijon. Et d'ailleurs, juste une anecdote, Thierry Cauvet et Philippe Duval m'ont été envoyés par Pierre Restany, qui leur a dit « Alain Oudin, c'est le seul fou qui peut prendre votre travail en considération. Le seul fou parisien qui peut prendre votre travail en considération. » Tiens, tu parles de Paris, de galeries parisiennes. Quel lien entretient le réseau des galeries parisiennes avec un réseau qui serait national, des galeries qui seraient dans d'autres villes? Est-ce que le fait que se sont développées des démarches liées à l'espace rural, l'espace urbain, l'espace en général, la nature, est-ce que ce fait a déclenché la création de galeries en dehors des villes de grande ou moyenne importance? Sûrement, oui. De la même façon que
il y a une vie culturelle en termes d'art plastique qui a été développée par des collectionneurs ayant cette passion non seulement de collectionner, mais également de communiquer, de montrer, de faire voir. En France, en dehors de Paris, tu pourrais citer des galeries qui ont un travail et une démarche intéressante? Moi, j'en connais depuis longtemps à Nantes, à Bordeaux. Alors là, on est quand même dans des grandes villes, mais enfin, c'est je dirais que même dans des villes comme Nantes, je crois qu'il y a dans l'entre-deux-guerres, il n'y avait pas grand-chose. Et c'est depuis, disons depuis 1960 il s'est créé surtout le fait de collectionneurs d'ailleurs, sans doute. Mais il faut un garçon comme Jacques Danguy a commencé à Auch, qui est quand même, c'est une capitale de sa campagne, mais c'est donc là aussi je pense que c'est vraiment une question de passion. Je reviens toujours à ça comme un espèce de leitmotiv. Alors, nous pénétrons dans un autre espace. La seconde fonction qui est de montrer, archiver la première, la seconde montrer, et la troisième, si tu veux te tourner par là, qui est stocker. C'est impressionnant. Alors, quelques mots sur stocker? Écoute, stocker, c'est conserver dans les meilleures conditions d'accessibilité et de conservation. Voilà. Et là, il faut beaucoup de chantiers, donc on est toujours au monde de trop de chantiers. Et là, nous arrivons sur quel type d'espace? Je vois une sorte de banc. En fait, on est sur le futur accueil parce qu'on rentrera par ici directement depuis la cour par un ascenseur. On transforme un monte-charge existant, privatif, en ascenseur. Et quand penses-tu ouvrir avec ce monte-charge? Enfin, cet ascenseur? Avant la fin de l'année. Oui, avant la fin de l'année. Donc là, on est dans la zone d'accueil et on a un grand vestiaire derrière possible, beaucoup de rangements. Et donc, nos expos s'organisent en fait en partant d'ici. Jusqu'à maintenant, on a toujours privilégié une partie rétrospective historique dans cette galerie, soignant aussi le vis-à-vis là, ici face à l'entrée. Et l'intérêt, c'est qu'on a un système d'éclairage très modulable qui permet de jouer véritablement avec les volumes et la perception. Qu'est-ce que l'arrivée d'Internet a changé? Est-ce que ça a éventuellement changé quelque chose dans l'activité à la fois de présentation, d'exposition ou de création en matière d'art contemporain? Mais alors oui, sûrement. Et là, je ferai référence un peu avant Internet au fait que en 1984-85, l'espèce de petit club de galeries de recherche auquel je participais a été subventionné par le ministère pour acheter on a eu le 3e ou le 4e Macintosh de Paris. Donc déjà, le Macintosh, enfin, qui était une sorte quand même de mise en mémoire systématique de tout ce qu'on y mettait, a complètement changé la façon de communiquer, d'archiver et de faire savoir ce que l'on organisait. Et Internet a pris le relais là-dessus en remplaçant la poste, en fait, et en remplaçant le téléphone dans le quart de seconde, dans la mesure où on
peut faire savoir au monde entier, enfin bon, assez d'images imbéciles, c'est évident que on avait des factures postales de milliers d'euros. Enfin, tu sais ça, hein, quand on envoyait 7000 invitations, tout ça a disparu. Oui, mais je parlais de la valeur des œuvres. Est-ce que le fait qu'elles soient vues sur Internet change quelque chose? Est-ce que les galeristes ou les collectionneurs font la démarche de montrer des œuvres importantes et essentielles sur Internet, ou est-ce qu'au contraire, c'est une activité qui essaye de se passer de l'espace d'exposition des réseaux sociaux et d'Internet? Je crois que les deux existent en fait. Il faut considérer qu'un nouveau moyen n'élimine pratiquement jamais les précédents, que ce soit dans les moyens plastiques, l'invention de la photocopie n'a pas supprimé la litho, ni la sérigraphie, ni a fortiori le dessin à la mine de plomb. Donc, bon, peut-être qu'Internet a effectivement supprimé pour une grande partie la poste, d'une façon radicale. Mais la réponse à cette question, c'est que certains marchands montrent et vendent par Internet, curieusement, et puis d'autres ne cherchent pas et affirment surtout que voir les œuvres, c'est indispensable. Parlant de leurs collectionneurs comme eux-mêmes de leur processus de choix. Alors, je crois que de ce point de vue-là, Internet a ouvert le champ, c'est absolument évident, parce qu'en fait, il y a des gens qui effectivement achètent pour plusieurs milliers d'euros ou dizaines de milliers d'euros en voyant quelque chose, une image. Alors la question c'est de savoir si c'est une image qu'ils connaissent déjà ou non. Mais là je ne crois pas qu'il y ait grand monde qui ait pu faire un travail sociologique sérieux là-dessus. Aujourd'hui l'art contemporain, et depuis longtemps d'ailleurs, c'est non seulement des œuvres accrochées sur un mur ou à des cimaises, ce sont des installations, ce sont des performances, ce sont parfois des œuvres totalement éphémères dont la trace éventuellement peut être commercialisée, mais pas nécessairement. Tout ça n'a pas effacé ou remplacé le dessin, la peinture, la sculpture? Ben non. Non, c'est évident. Bon, c'est à la fois la richesse de la nature humaine, de l'esprit. Encore une fois, tous ces gens... Jean Véram, Bernard Turin, Pierre Comte dont je parlais tout à l'heure, enfin, dire tous ces artistes qui ont une idée pointue, par ailleurs continuent de s'exprimer d'une dizaine de façons différentes. Mais je crois, dans le fond, comme nous vivons nous-mêmes, on s'habille de façon extravagante ou classique. On va aller choisir une cuisine plutôt qu'une autre et elles se succèdent. Enfin, moi je crois que c'est la diversité la nature humaine même. Nous serions dans une époque moins monomaniaque que les précédentes? Je ne sais pas. Enfin, moi, ce que j'aime, c'est les monomaniaques. Donc, non, je ne crois pas d'ailleurs. Bon, de toute façon, ceux qui... On n'a pas parlé beaucoup de ça, effectivement, mais je pense que il n'y a pas beaucoup de solutions en dehors d'être monomaniaque dans le monde de l'art. En ce moment, nous présentons une rétrospective de Jean Véram, qui a 82 ans, et qui est un peintre s'exprimant, peintre et sculpteur d'ailleurs, un artiste.
Et donc voilà la dernière œuvre, Willkommen in Auschwitz, qui est une toile qui s'était juré de faire avant de disparaître, et qui curieusement est une redite de ses travaux des années 60. Une figuration très dramatique. Donc son œuvre est partagée entre une expression dans la nature, aride en général, et une expression picturale sur la même thématique de la montagne peinte. Et son œuvre la plus extravagante est à tes pieds, ce sont ces 1000 bronzes qu'il a jetés dans le désert depuis un avion dans tout le Sahara. Et sur ces 1000 bronzes, un cadeau à l'humanité, il y en a une dizaine qui a été retrouvée. C'est un très bel espace. Alors tu as commencé à découvrir cet artiste à partir de ses dessins. C'est ça, ces graphismes très cosmiques, très spiritualistes, peut-on dire, très minimal aussi, très minimaux. C'est publié par Alain Macaire dans la revue Canal, en 77-78. Il est passé, lui, de ce travail intellectuel, enfin, graphique, plastique aussi, mais quand même très conceptuel, à une application dans le désert du Sinaï, qui était également une sorte de geste fou, qui consistait à passer en bleu un massif rocheux. Et le propriétaire avec lequel il est resté en contact pendant 40 ans, et encore récemment aujourd'hui avec ses enfants, lui a dit « Vous m'avez apporté la mer ». Tu as intégré dans ton fonds de dotation essentiellement des artistes français. Est-ce que Matsutani en fait partie? Non, parce que Matsutani a lui-même créé ce fonds de dotation, mais ce sont des artistes qui sont pour beaucoup d'origine étrangère. Bistra est d'origine bulgare, Amal Abdenour est d'origine palestinienne, Behram, il est né à Gand, par exemple. Les autres sont plutôt d'origine française, mais ce qui a caractérisé la galerie à sa création, et dans la succession des artistes avec lesquels j'ai travaillé, c'est en fait pour beaucoup des réfugiés. Des réfugiés polonais, des réfugiés roumains, des réfugiés bulgares. On peut dire les exilés, parce que les artistes japonais en fait sont des exilés sociaux, c'est absolument clair, et c'était bien le cas de Matsutani qui était en France déjà quand même depuis relativement longtemps quand on a travaillé ensemble. Et à côté de ces réfugiés politiques, ces exilés, également beaucoup de femmes à l'ouverture de la galerie. Il y en avait, et dans le courant de l'activité de la galerie. C'était équilibré. Est-ce qu'on peut parler d'un marché français de l'art ou est-ce que c'est une absurdité? Le marché de l'art est forcément international. Oui. Et on peut dire que ce qu'il faut affirmer même, c'est que la création est internationale. C'est la création architecturale, toute la création est internationale. Est-ce que les connexions que tu as pour diffuser la démarche des artistes que tu aimes et que tu as adoptées, les connexions sont internationales aussi? Elles ne le sont pas redevenues, elles l'ont été longtemps. Je parlais tout à l'heure des premières foires que j'ai faites en 84 à Chicago et Zurich. J'ai été 2 fois à Los Angeles. J'ai accueilli des artistes, beaucoup d'artistes canadiens et américains.
beaucoup de Japonais également. Enfin, c'est évident que la création ne peut être qu'internationale. Est-ce qu'il y a un pays aujourd'hui qui mène la danse en matière d'art contemporain? Tu trouveras beaucoup de monde pour dire que les États-Unis mènent la danse aujourd'hui en termes d'art contemporain. Parce que je vois deux choses. C'est que j'ai relu récemment des revues italiennes et américaines datant d'il y a 20 ans ou très récentes. Je ne connais pas le centième des noms des artistes qui sont énoncés. Et quand tu prends un catalogue des années 30 de salons, c'est la même chose. Aujourd'hui, le rôle des Émirats arabes dans le marché de l'art? Ben, écoute, je pense que je ne le connais pas très bien. La seule chose qu'on peut constater, c'est que ils sont au début d'une stratification culturelle, à la fois locale, enfin, liée à leur culture propre, et à une ampleur universelle dans tous ces musées qui se sont créés dans ces 10 dernières années. Mais c'est bien aussi qu'on ait qu'on ait à Paris le Quai Branly, la section, enfin le Louvre, qui est finalement une collection universelle aussi de tous les pays, pas seulement l'Égypte et l'Irak. Enfin, la culture est universelle. Pour terminer, la production chinoise dans tous les secteurs, alors je ne sais pas quel terme utiliser, envahit le monde, c'est peut-être pas le terme. En matière de production artistique, il en va très différemment puisque c'est un pays très répressif. Les artistes chinois dont on entend le plus parler sont en exil, vivent en dehors de leur pays. Est-ce que dans l'art contemporain, toi, tu aurais quelque chose à dire en conclusion sur cette nouvelle donne, que l'équilibre mondial est affecté par ce qui a changé la Chine depuis une quinzaine d'années? De quelle manière ça pourrait se manifester ou ne pas se manifester dans l'art contemporain? Toute société génère des marginaux créatifs. Que ces gens vont être amenés à s'exiler pour pouvoir exprimer ce qu'ils ont à faire. Et finalement, le régime, enfin, il me semble que le régime très particulier de la Chine, c'est de cumuler à la fois un marché incroyablement dynamique et une répression sociopolitique absolument terrible. Et je ne pense pas que tous les artistes chinois soient en exil. En fait, ils sont... Mais bon, en fait, est-ce que le phénomène chinois est très différent du phénomène américain de 1960? Moi, ça ne me paraît pas évident. Je ne pense pas qu'il soit très, très différent, en fait. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On est en train de republier, au présent dans le texte, un roman d'un artiste plasticien qui s'appelle Marcel Alocco, École de Nice, ex-Fluxus. Et il avait beaucoup d'inédits dans ses tiroirs, et donc on est en train d'en faire une très belle édition de 500 pages, qui sera donc disponible au public cet automne. Et on fera une présentation. Donc on a une collection art plastique et une collection écrit. Oui, parce que tout à l'heure vous nous disiez qu'il y avait peu de choses en direction des chorégraphes et de leur écrit, et donc on tenait à avoir une deuxième collection autour des écrits des plasticiens, qui sont en règle générale peu lus ou peu édités en tous les cas. Quel est votre rôle respectif à l'un et à l'autre? Moi je suis le directeur d'Alain, je suis en charge de planifier les expositions, de tenir la ligne éditoriale
et de faire en sorte que les 40 ans de travail d'Alain et de Marie Chamand au niveau de la galerie puissent être mis en perspective et faire redécouvrir en fait un ensemble de manifestations, d'expositions, de spectacles qui ont eu lieu pendant ces 40 ans, et donc de faire en sorte voilà, de les faire un peu ressurgir dans notre présent. Merci beaucoup Alain pour cet entretien. Est-ce que tu me ferais le plaisir de dire quelques mots de tes souvenirs du passage de la jeune chorégraphe que j'étais à la galerie Alain Houdin lorsqu'elle était située boulevard Sébastopol? Alors oui, bien sûr, en fait, j'ai des souvenirs très très précis de tout un tas d'interventions. Alors je ne sais pas quelle est je ne me souviens pas de la façon dont on a fait connaissance. Je ne sais pas si c'est toi qui m'as présenté Marie-Christine Georgiou ou si c'est Marie-Christine Georgiou qui a fait le lien, sachant que j'étais à l'école spéciale avec Yon Georgiou. Donc c'est voilà, ton image est liée à celle de Marie-Christine Georgiou. Et ben, parmi les souvenirs quand même marquants, cette intervention que tu as faite devant les tableaux noir et blanc de Matsutani, une création pour Luc Chaplin devant ces colonnes de bois. Ça j'ai un souvenir très très fort là-dessus, concernant ce travail. Et puis c'est le travail aussi que tu as fait avec les chaises devant les tombeaux de Marie Chamand et Nonchalance déchirée, quand il a fallu jouer de cette porte qui battait et du côté droit. Et c'était, je pense, dans Maman manque d'amour, avec les tissus roses et bleus. Donc, en fait, de toute façon, oui, c'est évident que c'est une page importante. Tes interventions sont une page importante de la vie de la galerie. Sans oublier le costume qu'Aline Ribière avait créé pour moi. Et il y a la fameuse robe rouge, qui est, je crois, dont elle a recommencé une maquette, parce qu'elle m'a fait un cadeau que j'ai perdu, et à mon grand désespoir, il a bien fallu que j'avoue un jour. Et donc Aline Ribière est en train de constituer ses archives, son catalogue en fait, à notre demande. Donc c'est un gros travail. Bien, merci encore Alain, et j'espère que nous aurons d'autres projets communs. Et bien, je le souhaite aussi. Et bravo pour cette ténacité et ce rôle important que tu joues dans l'histoire de l'art contemporain depuis des décennies. Merci, au revoir.